Bonjour, je m'appelle Julia André, je suis avocate au barreau de Paris depuis 5 ans. Je travaille au sein du cabinet Lérins depuis 3 ans et j'interviens principalement aux côtés d'entrepreneurs dans le cadre de la création de leur start-up, dans le cadre de leur mise en place d'opérations de croissance externe, autrement dit des opérations d'acquisition ou de levée de fonds, mais également dans la mise en place de management package, dont on aura l'occasion de parler ultérieurement. J'interviens également aux côtés des entrepreneurs dans le cadre de leurs opérations de liquidité, autrement dit des opérations de cession, soit minoritaires, soit majoritaires ou bien totales. Aujourd'hui, nous allons parler du choix de la forme juridique la plus adaptée à votre activité. La première question que vous pourrez être amené à vous poser est de savoir est-ce que vous souhaitez entreprendre seul ou à plusieurs. Si vous souhaitez entreprendre seul, il y a différentes formes sociales de société qui peuvent être utilisées. Vous avez l'entreprise unipersonnelle à responsabilité, la société par action simplifiée unipersonnelle ou encore le statut d'entrepreneur individuel. Vous avez la possibilité d'opter pour le statut d'entrepreneur individuel qui a été mis en place par la loi du 14 février 2022. Les conditions d'application de ce statut seront fixées par décret d'application d'ici quelques mois. Si vous souhaitez opter pour ce statut est désormais beaucoup plus favorable puisque vous pouvez protéger vos biens personnels et seuls les biens professionnels qui seront affectés à l'exercice professionnel pourront être saisis par les créanciers, le cas échéant. Si vous souhaitez constituer une société par action simplifiée ou une société à responsabilité limitée, votre responsabilité sera limitée aux apports. Attention, la société à responsabilité limitée est une société de personnes, contrairement à la société par action simplifiée, qui est une société de capitaux. Si vous souhaitez entreprendre à plusieurs, vous avez également la possibilité d'opter pour la société par action simplifiée. On parlera de société par action simplifiée, non plus de société par action simplifiée unipersonnelle si vous étiez seul, ou alors de société à responsabilité limitée. Vous pouvez également choisir d'opter pour la société anonyme, mais celle-ci présente des inconvénients en termes de rigidité. Que vous souhaitiez finalement entreprendre seul ou à plusieurs, la société par action simplifiée semble être la société la plus adaptée. C'est par ailleurs la société qui est la plus souvent utilisée par les jeunes entrepreneurs. En effet, la société par action simplifiée permet une certaine liberté dans la création et notamment pour répondre aux besoins de l'évolution de l'entreprise. Les règles sont régies de manière purement contractuelle entre les associés de la société. Ainsi, par exemple, lorsque vous créerez votre société, les statuts peuvent prévoir les règles générales d'une part de gouvernance. Par les règles de gouvernance, il faut comprendre la forme et notamment les quorums et majorités des décisions collectives, donc les décisions qui seront prises par les associés, mais également les règles de transmission des actions. Ça peut être par exemple des transmissions libres ou bien des clauses un petit peu plus restrictives, telles que un droit de préemption, des clauses d'incessibilité par exemple temporaire ou des clauses avec un droit d'agrément. Toutefois, il faut avoir en tête que les statuts sont déposés au greffe du tribunal de commerce, ce qui veut dire que les statuts sont publics. Ainsi, si vous souhaitez régir vos relations d'associés dans un acte extrastatutaire, il est tout à fait possible de prévoir un tel acte. Et là, on va parler d'un pacte d'associés. Ce pacte est donc signé entre tous les associés de la société et ce sera un document purement confidentiel. Généralement, les associés, lorsqu'il y a donc une pluralité d'associés, vont effectivement régir toutes les relations au sein de ce document-là. Ce document aura donc vocation à traiter d'une part des règles de gouvernance qui peuvent venir en complément des règles de gouvernance prévues dans les statuts, en intégrant par exemple ce qu'on appelle un comité stratégique ou encore un conseil d'administration. C'est en cela également que la société par action simplifiée permet d'avoir une certaine souplesse dans l'organisation de la gouvernance, puisque par exemple, à contrario, la société anonyme oblige d'avoir d'une part un président et un conseil d'administration ou alors un conseil de surveillance et un directoire, là où la société par action simplifiée permet librement d'avoir uniquement un président, voire un directeur général ou des directeurs généraux délégués, et par ailleurs l'instauration d'un tel comité, et ce comité peut être uniquement prévu dans ce pacte qui restera purement confidentiel. Vous pouvez également prévoir dans le pacte d'associés le contrôle sur la transmission des actions. Donc c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce peut être un droit de préemption, ce peut être une clause d'agrément et des clauses d'incessibilité et des clauses un petit peu plus compliquées, mais sur lesquelles
Les juristes pourront vous aider au moment venu à mettre en œuvre. On parle souvent des clauses de droit de sortie forcée totale ou proportionnelle, ou encore des obligations forcées. Ensuite, la société, par exemple, si vous avez besoin d'avoir des fonds externes parce que vous avez anticipé des besoins de trésorerie et vous allez vous tourner vers un investisseur tiers. L'investisseur, qui peut être un investisseur minoritaire, va souhaiter prendre une participation du coup minoritaire dans la société, mais comme il va rentrer à une valorisation plus élevée que les fondateurs, il va vouloir se prémunir contre un risque, et le risque étant de se prémunir contre une baisse de la valorisation de sa participation. Pour cela, il va pouvoir demander un aménagement des droits politiques et financiers. Cet aménagement va se traduire par la mise en place, par exemple, d'actions de préférence. Certaines actions de préférence peuvent être uniquement prévues dans un pacte d'associés et d'autres, qui est la majorité des cas, seront prévues d'une part dans le pacte d'associés et par ailleurs retranscrits. Donc l'existence de ces actions de préférence seront retranscrites d'une part dans les statuts et les droits qui y sont attachés y seront également retranscrits. Ces droits donc seront donc opposables au tiers, puisque, encore une fois, les statuts seront déposés au greffe et seront donc publics. De quoi parle-t-on quand on parle de droits politiques ou de droits financiers ? Il faut entendre par les droits politiques. Ce peut être l'investisseur qui va solliciter de la part des fondateurs d'avoir un droit d'information dit renforcé. On parle de droit d'information lorsque l'on parle par exemple d'un reporting, d'éléments notamment financiers, qui peut être sur des éléments financiers qui viennent après la clôture des comptes, tous les 3 mois, tous les 4 mois, en fonction des accords qui se mettront en place entre d'une part les fondateurs et par ailleurs l'investisseur. L'investisseur va pouvoir solliciter de la part des fondateurs l'obtention d'un droit d'audit. Il va pouvoir auditer la société, par exemple, une fois par an, et ce, en prenant en charge, à sa charge, les coûts de l'audit. Enfin, ce peut être, en termes de droit politique, un droit de veto qui sera exercé dans le deuxième organe de gouvernance, donc d'une part la présidence et par ailleurs le comité dont on a évoqué tout à l'heure l'existence, qui peut être intitulé de conseil d'administration ou bien de comité stratégique, là où l'investisseur sollicitera auprès des fondateurs au moment de son investissement un droit de veto, c'est-à-dire que pour certaines décisions qui sont considérées comme des décisions stratégiques, on va parler par exemple de la cession d'un actif stratégique pour la société. Ce peut être également la décision de mise en place d'outils d'intéressement pour certains managers. Ce peut être la souscription d'un emprunt par la société et qui viendrait impacter par exemple la valorisation de la société et donc indirectement, voire directement, la valorisation de leur participation. C'est la raison pour laquelle l'investisseur peut demander justement un droit de regard et un droit de veto, c'est-à-dire que ces décisions pourront être mises en œuvre par le président ou adoptées par exemple par l'Assemblée générale uniquement après l'accord de l'investisseur. L'investisseur peut également solliciter un aménagement des droits financiers. On entend par droit financier par exemple un droit d'antidilution. Je m'explique. Le droit d'antidilution va être la possibilité par exemple pour l'investisseur de demander si jamais une augmentation de capital est amenée à être mise en œuvre. Pourquoi ? Parce que la société a besoin de fonds propres et a des besoins en trésorerie. La société va requérir l'intervention de financement externe. Dans ce cas-là, l'investisseur va souhaiter vouloir se prémunir contre un risque de dilution de sa société, c'est-à-dire de sa dilution de sa participation, autrement dit, d'être maintenu à la même participation à laquelle il est rentré. Et donc, encore une fois, si la société a besoin de trouver un financement externe, il y aura ce qu'on appelle une augmentation de capital. Certains investisseurs ou alors des associés actuels pourront souscrire à l'augmentation de capital. Et c'est à ce moment-là que en fait, l'investisseur demandera lui aussi la participation à cette augmentation de capital. Le droit financier peut également se matérialiser par un droit de remboursement par priorité en cas de transfert ou de cession, voire de fusion de la société. Encore une fois, tout ça dans un souci finalement de protection de son investissement. La société par exemple simplifiée permet de fidéliser les managers clés. Ces managers clés pourront être fidélisés au travers de 2 outils. D'une part, les bons par des BSPCE, ce qu'on appelle des bons de souscription de part de créateurs d'entreprises, ou bien des actions gratuites qu'on appelle régulièrement des AGA.
Concernant les BSPCE, il s'agit d'un outil de fidélisation notamment des salariés, puisque en fait, on vous donnera, le président décidera de donner aux managers les plus importants et en qui finalement il a le plus confiance et à qui il veut les fidéliser des bons. Ces bons seront donnés gratuitement et permettront à l'attributaire de ces BSPCE d'exercer ces bons-là pour obtenir in fine des actions de la société. Encore une fois, il s'agit d'un outil très intéressant puisque le bénéficiaire de BSPCE l'aura gratuitement, mais la valorisation à laquelle il pourra souscrire pour obtenir des actions sera quant à lui figée à l'instant où le président aura décidé d'attribuer ce type d'intéressement, donc ces BSPCE, et pourront par la suite exercer ces BSPCE-là dans 5 ans, dans 10 ans, alors même que la société aura pris une certaine valeur, mais à un prix qui lui aura été arrêté 5 ans auparavant. S'il ne souhaite pas exercer tout de suite ses BSPCE parce que finalement il en a reçu pour l'équivalent par exemple de 2% du capital à une certaine valorisation et il n'a pas suffisamment de finances pour pouvoir les exercer, il peut également attendre ce qu'on appelle une liquidité de la société, c'est-à-dire lorsque la société sera vendue à un tiers et dans ce cas-là, le salarié pourra exercer ce BSPCE-là indirectement et donc le prix de cession sera reversé directement aux salariés par l'exercice via l'investisseur. Le deuxième outil qui peut être souvent mis en place est donc ce qu'on appelle des actions gratuites. Ces actions peuvent être conférées d'une part aux salariés et par ailleurs aux managers. On entend par manager les membres donc ça peut être le président, le directeur général ou encore les membres du conseil d'administration, pour récompenser encore une fois la création de richesses. Comment fonctionnent les actions gratuites? Ce sont des actions qui sont données gratuitement. Il s'agit d'un droit de créance au profit des attributaires d'actions gratuites. Ils doivent rester dans la société généralement pendant une année. Et au bout d'une année, ce droit de créance sera converti en une action en dur, c'est-à-dire qu'ils deviendront titulaires de l'action, mais devront respecter un droit de conservation d'une année supplémentaire. J'entends par droit de conservation l'interdiction de céder l'action ou les actions qu'ils auront eues à la suite de la période de conservation qui aura expiré. Donc, si on résume, on a des actions qui sont données gratuitement par l'entreprise aux salariés ou alors à un membre du conseil d'administration, un manager, un directeur, un président ou que sais-je, pour les récompenser. Ils ont donc 1 an pour rester dans la société et acquérir et transformer ce droit de créance en une action en dur. Et à l'issue de cette période de conservation, ils doivent attendre l'expiration de la période dite de conservation pour ensuite céder, s'ils le souhaitent, cette action. Enfin, la société par action simplifiée est également relativement utilisée parce que celle-ci permet une certaine souplesse dans l'évolution de la société. Vous pouvez complètement constituer votre société sans la présence d'un commissaire aux comptes, mais en fonction des seuils qu'atteindra la société ou si la société se fait intégrer à un groupe par la suite, la nomination et la désignation d'un commissaire aux comptes pourra devenir également obligatoire. Il faudra effectivement vérifier l'atteinte ou pas des seuils par la société à ce moment-là.